Bonjour, prêt pour une petite exploration de notre propre esprit? Allez, pour commencer, une énigme rapide. Une batte et une balle coûtent 1,10 € ensemble. La batte coûte 1 € de plus que la balle. Question, combien coûte la balle? Euh, Comme ça, spontanément? Spontanément, oui, la réponse qui vient tout de suite, c'est souvent 10 centimes. C'est facile, c'est intuitif. Mais bon, si on s'arrête 2 secondes, Oui. si la balle coûte 10 centimes, la batte coûterait 1 € de plus, donc 1,10 €, et le total ferait 1,20 €. C'est pas ça. Ah, exact. La bonne réponse, en fait, c'est 5 centimes. Comme ça, la batte coûte 1,05 € et le total fait bien 1,10 €. Parfait. Et voilà, cette petite gymnastique mentale, ça nous amène pile au sujet du jour, les deux grands modes de fonctionnement de notre pensée. Ces fameux système 1 et système 2, popularisés par le psychologue Daniel Kahneman, prix Nobel, dans son livre Système 1, Système 2. Exactement. On va explorer ensemble quelques idées clés tirées des décennies de recherches passionnantes sur comment on juge, comment on décide au quotidien. Et l'objectif de cette exploration? C'est d'essayer de mieux comprendre ces mécanismes un peu cachés, les raccourcis qu'on prend, les erreurs systématiques, ce qu'on appelle les biais cognitifs, et puis toutes ces illusions qui nous influencent sans arrêt, souvent sans même qu'on s'en rende compte. Déchiffrer un peu notre propre machine à penser, quoi. D'accord. On va donc suivre un peu le fil de ces recherches. Alors, commençons par les deux protagonistes de cette histoire. Qui sont-ils? Ce système 1 et ce système 2. Alors, mes systèmes 1, c'est notre pensée rapide, automatique, intuitive. Il tourne en permanence, sans effort apparent, sans qu'on ait l'impression de le contrôler. C'est lui qui reconnaît une amie dans la rue, qui comprend une phrase simple ou qui nous souffle 10 centimes pour l'énigme de la batte. Le pilote automatique, en quelque sorte. D'accord. Et le système 2, alors? Le système 2, c'est tout le contraire. Il est lent, il est analytique, délibéré, il demande de l'effort, de la concentration. C'est celui qu'on mobilise pour faire, disons, 17 fois 24. Ah oui, là, faut se poser. Voilà. Ou pour comparer les caractéristiques de deux télés avant d'acheter, ou pour trouver la solution à 5 centimes de tout à l'heure. Lui, il est lié à l'expérience consciente de la réflexion, du choix. Mais cet effort, il a un coût, j'imagine. Le système 2, il pompe de l'énergie mentale. Notre attention n'est pas infinie. C'est difficile de faire deux choses compliquées en même temps. D'ailleurs, on le sent bien, non, quand on essaye de réfléchir à un truc compliqué en conduisant, par exemple? Ah mais tout à fait. C'est ce qui illustre très bien cette fameuse expérience du gorille invisible. Vous la connaissez peut-être. Racontez. On demande à des gens de regarder une vidéo et de compter les passes de joueurs de basket. Ils sont très concentrés, leur système 2 est à fond. Et pendant ce temps, une personne déguisée en gorille traverse tranquillement la scène. Eh bien, près de la moitié des participants ne la voient même pas, Incroyable. parce que toute leur attention est mobilisée par la tâche. Quand le système 2 est très occupé, on peut devenir littéralement aveugle à autre chose, même quelque chose d'aussi énorme qu'un gorille. C'est fou. Et ce système 2, vous disiez aussi qu'il est un peu paresseux. Oui, c'est un mot que Kahneman utilise. Il suit un peu la loi du moindre effort. Réfléchir, vérifier, douter, ça demande de l'énergie. Et notre cerveau, il préfère économiser cette énergie quand il peut. Du coup, il se repose sur le système 1. Exactement. Il a tendance à accepter un peu vite les suggestions, les intuitions du système 1 comme la réponse 10 centimes, sans forcément les vérifier. Le système 2 délègue volontiers, il endosse facilement ce que le système 1 propose. Et de la même manière qu'il y a des illusions d'optique qui trompent nos yeux, on pourrait dire qu'il y a des illusions cognitives qui trompent notre pensée. Le système 1 peut nous jouer des tours. C'est tout à fait ça. Kahneman prend l'exemple d'un avertissement parfois donné en psychothérapie. Attention à un patient qui serait particulièrement charmant, mais qui aurait derrière lui une longue histoire d'échec thérapeutique. Ah oui? Le système 1 peut nous faire ressentir une sympathie immédiate, une confiance, mais le système 2, lui, doit apprendre à se méfier, à analyser la situation plus froidement, car cette première impression peut être trompeuse, elle peut masquer une réalité, disons, plus problématique. Il faut apprendre à détecter ces mirages de l'esprit. D'accord. Mais comment le système 1 fabrique ses intuitions si rapides et parfois si trompeuses? Il utilise des astuces, des raccourcis, c'est ça? Les heuristiques? Exactement. Les heuristiques, ce sont des sortes de règles mentales, très simples, très rapides, qui nous aident à trouver des réponses, disons, satisfaisantes, mais pas toujours parfaitement exactes, à des questions souvent complexes. Elles sont super utiles au quotidien, mais elles sont aussi la source de pas mal de nos erreurs de jugement, de nos biais. Prenons un exemple, l'heuristique de disponibilité.
Si je comprends bien, l'idée c'est qu'on juge la fréquence d'un événement ou sa probabilité par la facilité avec laquelle on trouve des exemples en mémoire. C'est exactement ça. Par exemple, si on vient de voir plusieurs reportages sur des accidents d'avion, ces images sont très disponibles dans notre esprit. Du coup, on pourrait avoir tendance à surestimer le danger réel de prendre l'avion, juste parce que les exemples nous viennent facilement. Ah oui, je vois. Il y a une étude assez amusante là-dessus. On demande à un groupe de personnes de lister 6 moments où elles ont fait preuve d'assertivité. C'est relativement facile. À un autre groupe, on demande d'en lister 12. Ça, c'est beaucoup plus dur. D'accord. Eh bien, le résultat, c'est que ceux qui ont dû chercher 12 exemples et qui ont donc peiné sur la fin, se jugent moins assertifs que ceux qui n'en ont listé que 6 facilement. C'est contre-intuitif. Oui, parce que c'est la difficulté à trouver les derniers exemples qui influence leur jugement final sur leur propre assertivité, plus que le nombre d'exemples trouvés. C'est la difficulté du rappel, la non-disponibilité, qui biaise le jugement. Ça expliquerait aussi pourquoi, quand on travaille en équipe, on a souvent l'impression d'avoir fait plus que sa part. Nos propres efforts sont plus disponibles en mémoire que ceux des autres. Tout à fait, c'est un biais très courant. Un autre raccourci mental très important, c'est l'heuristique de représentativité. Là, l'idée, c'est qu'on estime la probabilité qu'une personne ou un événement appartienne à une certaine catégorie en fonction de sa ressemblance avec le stéréotype de cette catégorie. L'exemple classique, c'est celui de Tom W., je crois. Un étudiant décrit comme très ordonné, méticuleux, un peu intello. Est-il plus probable qu'il soit étudiant en informatique ou en sciences humaines? Voilà. Intuitivement, on se dit informatique, parce que la description colle bien au stéréotype du geek. Mais on oublie une information capitale, les taux de base. Il y a beaucoup plus d'étudiants inscrits en sciences humaines qu'en informatique. Donc, statistiquement, Statistiquement, il est bien plus probable qu'il soit en sciences humaines, même si la description ne colle pas parfaitement. Le système 1, lui, se fie à la ressemblance, à la représentativité, et il ignore les statistiques, les taux de base. c'est le même piège avec l'énigme de Linda, cette femme décrite comme brillante, très engagée socialement. On demande s'il est plus probable qu'elle soit caissière de banque ou caissière de banque et militante féministe. Et la plupart des gens choisissent la deuxième option. Alors que logiquement, c'est impossible. La catégorie caissière et féministe est forcément plus petite que la catégorie caissière. Exactement, c'est ce qu'on appelle l'erreur de conjonction. Mais l'ajout du détail militante féministe rend l'histoire plus cohérente, plus représentative de la description de Linda. Et notre système 1 adore les histoires cohérentes, même si elles défient la logique des probabilités. Fascinant. Troisième grand type de biais, l'ancrage. L'idée qu'un chiffre, une information initiale, même si elle n'a rien à voir, va influencer nos estimations suivantes. C'est exactement ça. L'expérience la plus connue, c'est celle de la roue de la fortune. On fait tourner une roue, truquée, pour s'arrêter soit sur le chiffre 10, soit sur 65. Juste après, on demande aux participants, à votre avis, quel est le pourcentage de pays africains membres de l'ONU? Et alors? Eh bien, ceux qui ont vu le chiffre 10 donnent une estimation médiane autour de 25%. Ceux qui ont vu 65 donnent une estimation médiane autour de 45%. Incroyable. Le chiffre de la roue, qui est totalement aléatoire, a servi d'encre. Oui, une encre mentale. Et ensuite, les gens ajustent leur estimation à partir de cette encre, mais l'ajustement est presque toujours insuffisant. Parfois, c'est le système 2 qui fait cet ajustement consciemment mais péniblement. D'autres fois, c'est un effet plus automatique du système 1, un effet d'amorçage, où l'encre active des pensées compatibles. Justement, parlons de ces influences plus discrètes, comme l'amorçage, le priming en anglais. L'idée qu'être exposé à un mot, une image, même sans s'en rendre compte, peut influencer nos pensées, nos actions juste après. Tout à fait. C'est un phénomène très puissant et souvent inconscient. L'argent, par exemple, est un amorceur redoutable. Il y a des études qui montrent que si on expose subtilement des gens à des concepts liés à l'argent, des images de billets, des mots comme salaire, richesse, et bien juste après, ils ont tendance à se comporter de manière plus individualiste. C'est-à-dire, Ils vont persévérer plus longtemps pour résoudre un problème difficile tout seuls, sans demander d'aide. Mais ils seront aussi moins enclins à aider quelqu'un qui fait tomber ses affaires ou à partager. L'idée d'argent semble activer une sorte de mode autosuffisance. ça va loin. Même notre environnement physique peut nous amorcer sans qu'on le sache. Oui, l'exemple de la boîte d'honnêteté dans une cuisine de bureau est frappant. C'est un système où les gens paient leur café ou leur thé en mettant de l'argent dans une boîte sur la base de la confiance. Les chercheurs ont simplement affiché une image au-dessus de la liste des prix
en alternant chaque semaine, soit une image de fleurs, soit une image d'yeux qui semble vous regarder. Et le résultat? Les semaines où il y avait l'image des yeux, les contributions étaient presque 3 fois plus élevées. Le simple fait de suggérer, même symboliquement, qu'on ait observé a suffi à modifier le comportement, à le rendre plus honnête. C'est fascinant cette influence invisible. Et à côté de l'amorçage, il y a ce que Kahneman appelle la facilité cognitive. L'idée que la sensation de facilité ou de difficulté avec laquelle on traite une information va influencer notre jugement. Oui, c'est ça. Si une information nous semble facile à traiter, parce qu'on l'a déjà entendue, parce qu'elle est écrite dans une police claire, parce qu'elle rime, ou même parce que le nom de la source est facile à prononcer, on aura tendance à la trouver plus vraie, plus familière et même plus sympathique. Ah, c'est pour ça que la répétition fonctionne si bien en publicité ou en politique. À force d'entendre un slogan, il nous semble plus vrai. C'est aussi lié à ce qu'on appelle l'effet de simple exposition. On finit par préférer les choses qu'on a vues ou entendues souvent, même si au départ on n'avait pas d'avis particulier. La familiarité, pour notre cerveau ancestral, c'est un signal de sécurité. Ce qui est connu est probablement sans danger. Et à l'inverse, si quelque chose est difficile à lire ou à comprendre, Ça crée une tension cognitive. Et cette tension a tendance à alerter le système 2, à le mobiliser. On devient plus analytique, plus critique, moins enclin à croire sur parole. Une police de caractère difficile à lire, par exemple, peut nous rendre moins sujets à certains biais cognitifs parce qu'elle nous force à ralentir et à réfléchir davantage. donc, en résumé, facilité cognitive égale intuition, confiance, acceptation facile. Tension cognitive égale réflexion, scepticisme, effort. C'est bon à savoir. Mais notre cerveau, il ne fait pas que traiter le présent. Il passe son temps à interpréter le passé et à essayer d'anticiper l'avenir. Et là aussi, il y a des pièges, j'imagine. Oh que oui. Un des plus célèbres, c'est le biais rétrospectif. Les faits, je le savais depuis le début. Une fois qu'un événement a eu lieu, on a tendance à réévaluer la probabilité qu'on lui accordait avant qu'il ne se produise. Tout semble soudainement beaucoup plus évident, plus prévisible a posteriori. C'est typique après une élection surprise ou un crash boursier. Tout le monde trouve des explications pour dire que c'était inévitable. Exactement. Et ça rend très difficile d'évaluer objectivement les décisions qui ont été prises avant l'événement. On oublie l'incertitude de l'époque, le brouillard de l'avenir. On a tendance à juger une décision sur son résultat, biais de résultat, plutôt que sur la qualité du processus de décision au moment où elle a été prise. C'est un peu lié à ce que Nassim Taleb appelle l'erreur narrative, non? Notre manie de construire des histoires bien lisses sur le passé. Tout à fait. On a besoin de cohérence, de causalité simple. Donc on raconte des histoires où le talent, les intentions, les stratégies expliquent tout, et on minimise le rôle de la chance, du hasard, des événements imprévus. Le succès de Google, par exemple, on le raconte comme une histoire linéaire et géniale, mais on oublie tous les facteurs de chance, les concurrents qui ont échoué de peu, les tournants imprévisibles. Et cette illusion qu'on comprend parfaitement le passé, ça nous donne une confiance excessive pour prédire l'avenir. Ce qui nous amène à l'illusion de validité, j'imagine. Oui, c'est notre tendance à être beaucoup trop confiant dans nos propres jugements, nos prédictions, même quand on a peu de preuves objectives de notre compétence réelle. Cette confiance vient souvent de la cohérence de l'histoire qu'on se raconte, de l'impression subjective de bien maîtriser la situation. C'est ce que Kahneman résume par l'acronyme WICITI, What You See is All There Is. Ce que je vois est tout ce qui existe. Voilà. On base notre jugement uniquement sur les informations qui nous viennent à l'esprit et qui semblent cohérentes entre elles, sans chercher activement ce qui manque, ce qui pourrait contredire notre intuition. On ne pense pas à l'inconnu. C'est le cas de ces experts en bourse ou en recrutement qui sont très sûrs d'eux, alors même que les statistiques montrent parfois que leurs prédictions sont à peine meilleures que le hasard. C'est un exemple parfait, oui. Les études montrent que dans beaucoup de domaines où l'incertitude est grande, la finance, le diagnostic médical complexe, le recrutement, des formules statistiques simples, des algorithmes, font souvent de meilleures prédictions que les experts humains. Pourquoi? Parce que l'algorithme applique des règles définies de manière parfaitement cohérente. Il pondère les informations toujours de la même façon, il n'est pas fatigué, pas influencé par l'humeur, par une anecdote frappante mais non représentative. Le score d'Apgar pour évaluer la santé d'un nouveau-né, c'est un exemple célèbre d'un algorithme simple qui a révolutionné la pratique et sauvé des vies. Mais alors, l'intuition des experts ne vaut jamais rien. Si, elle peut être très fiable, mais à 2 conditions très strictes. Premièrement, il faut que l'environnement soit suffisamment régulier, prévisible. Il doit y avoir des schémas à apprendre. Pensez aux échecs ou au travail d'un pompier expérimenté face à un incendie.
D'accord, des régularités. Et deuxièmement, il faut avoir eu l'opportunité d'apprendre ces régularités grâce à une pratique longue, avec un retour d'information, un feedback rapide et clair sur la qualité de ses jugements. Si ces conditions ne sont pas réunies, comme souvent en politique à long terme, en économie ou même parfois en psychologie clinique, alors l'intuition experte, même si elle est ressentie avec une grande confiance, est souvent peu fiable. Et à tout ça s'ajoute notre tendance naturelle à l'optimisme et le fameux biais de planification. On voit toujours les choses en rose quand on fait des projets. Très souvent, oui. Le biais de planification, c'est cette tendance quasi universelle à sous-estimer le temps, les coûts, les difficultés d'un projet futur et en même temps à surestimer ses bénéfices potentiels. On se concentre sur notre plan, notre scénario idéal, c'est la vue interne. Et on oublie. On oublie de regarder ce qui s'est passé pour des projets similaires dans le passé, c'est la vue externe. Kahneman raconte une anecdote personnelle très parlante. Son équipe de professeurs estimait à environ 2 ans le temps nécessaire pour créer un nouveau programme scolaire. Un expert extérieur consulté a dit « En basant sur mon expérience d'autres équipes, je dirais entre 7 et 10 ans, et peut-être que ça n'aboutira jamais. » Et Ils ont ignoré l'expert, et le projet a pris 8 ans avant d'être finalement abandonné. La vue externe était la bonne. ouf. Bon, changeons un peu de perspective. Parlons maintenant de comment on prend des décisions quand il y a du risque, des gains, des pertes. C'est le cœur de la théorie des perspectives, n'est-ce pas, Evelyne? Qu'est-ce qu'elle nous dit de fondamental? Alors, la grande idée, qui a valu le Nobel à Kahneman d'ailleurs, c'est qu'on n'évalue pas les choses en termes de richesse absolue, comme le pensaient les économistes classiques. Ce qui compte vraiment pour nous, ce sont les changements par rapport à un point de référence. Généralement, ce point de référence, c'est notre situation actuelle, le statu quo. On pense en termes de gains et de pertes. D'accord, le changement par rapport à maintenant. Et on ne réagit pas pareil à un gain et à une perte. Pas du tout. C'est là qu'intervient le concept absolument central d'aversion à la perte. En gros, une perte nous fait psychologiquement plus mal qu'un gain du même montant ne nous fait plaisir. L'impact émotionnel d'une perte est environ 2 fois plus fort que celui d'un gain équivalent. 2 fois. Oui, en moyenne. Perdre 100 euros, ça fait beaucoup plus mal que gagner 100 euros nous rend heureux. Comme dit Kahneman, le mauvais est plus fort que le bon. Et ça doit changer complètement notre attitude face au risque, j'imagine. Énormément. Quand on est dans une situation où on peut gagner, on a tendance à être averse au risque. On préfère souvent un gain certain, même s'il est un peu plus petit, plutôt que de tenter un pari plus risqué, même si l'espérance de gain est meilleure. Par exemple, on préfère recevoir 900 euros tout de suite, plutôt que d'avoir 90% de chances de gagner 1000 euros et 10% de ne rien avoir. D'accord, on assure le gain. Mais quand on est face à des pertes potentielles, c'est l'inverse. On devient chercheur de risque. On est souvent prêt à prendre un pari risqué pour avoir une chance d'éviter une perte certaine. Par exemple, on préfère avoir 90% de chance de perdre 1000 euros et 10% de ne rien perdre, plutôt que d'accepter une perte certaine de 900 euros. L'idée d'une perture est tellement douloureuse qu'on tente le tout pour le tout. Cette aversion à la perte, ça explique aussi pourquoi on s'attache tellement à ce qu'on possède déjà, le fameux effet de dotation. Exactement. Si on vous donne une tasse, par exemple, et qu'on vous demande ensuite à quel prix minimum vous seriez prêt à la vendre, ce prix sera souvent bien plus élevé, parfois le double, que le prix maximum que vous auriez été prêt à payer pour l'acheter si vous ne l'aviez pas eu au départ. Une fois qu'on l'a, on ne veut plus la lâcher. C'est ça. La simple possession crée une valeur subjective additionnelle, parce que s'en séparer serait vécu comme une perte, et les pertes font mal. Et tout ça, c'est hyper sensible à la façon dont on nous présente les choses, au cadrage des options. Oui, le cadrage, c'est fondamental. On peut présenter exactement la même situation objective de 2 manières différentes, l'une mettant l'accent sur les gains, l'autre sur les pertes, et ça peut complètement inverser les préférences des gens. L'exemple classique, c'est celui de la maladie asiatique, non? Oui, imaginez qu'une maladie menace 600 personnes. On propose 2 plans. Plan A, 200 vies seront sauvées. Plan B, il y a une chance sur 3 de sauver les 600 vies et 2 chances sur 3 de ne sauver personne. Là, la majorité des gens choisit le plan A, l'option sûre, sauver 200 vies. Cadrage en termes de gain égale aversion au risque. Exactement. Maintenant, on présente les mêmes plans, mais avec un cadrage négatif. Plan C, 400 personnes mourront. Plan D, il y a une chance sur 3 que personne ne meure et 2 chances sur 3 que 600 personnes meurent. Objectivement, A égale C et B égale D. Mais là, la majorité des gens choisit le plan D, l'option risquée.
Parce que l'idée de 400 morts certaines est insupportable. Cadrage en termes de pertes égale recherche de risque. Voilà, le simple changement de mot active des réponses émotionnelles différentes via le système 1. Et ça change radicalement la décision, même si les conséquences objectives sont identiques. C'est crucial en médecine, en politique, en marketing, partout. Impressionnant. Pour terminer cette exploration, Kahneman aborde une distinction assez profonde, celle entre le soi expérimentant et le soi mémoriel. C'est comme s'il y avait deux moi en nous. On ressent le plaisir d'un bon repas, la douleur d'une migraine, l'ennui dans une réunion. C'est l'expérience vécue, en temps réel. D'accord. Et le soi mémoriel? Hmm. Le soi mémoriel, c'est notre compteur intérieur. C'est lui qui regarde en arrière, qui évalue l'expérience une fois qu'elle est terminée. Comment c'était ses vacances, par exemple. C'est lui qui construit le récit de notre vie, qui choisit ce qui est important de retenir. Et surtout, c'est lui qui prend les décisions pour l'avenir en se basant sur ses souvenirs. Et le problème, c'est que ce compteur, ce soi mémoriel, il n'est pas toujours très fidèle à ce qu'a réellement vécu le soi expérimentant. Non, pas du tout. Il est sujet à des biais majeurs. Les deux plus importants sont la négligence de la durée et la règle pic-fin. Négligence de la durée et pic-fin. Ouais. Quand on évalue une expérience passée, que ce soit une coloscopie douloureuse, un film passionnant ou des vacances, notre souvenir global, l'évaluation qu'en fait le soi mémoriel, ne dépend presque pas de la durée totale de l'expérience. C'est assez fou, mais la durée est largement ignorée. Vraiment. Qu'est-ce qui compte alors? Ce qui compte, c'est la règle pic-fin. Notre souvenir est dominé par deux moments clés. Le moment le plus intense de l'expérience, le pic, qu'il soit positif ou négatif, et la toute fin de l'expérience. Le soi mémoriel fait une sorte de moyenne entre le pic et la fin et oublie tout le reste. C'est l'expérience de la main dans l'eau glacée, ça. Exactement, c'est une expérience célèbre de Kahneman. On demande aux participants de plonger une main dans de l'eau très froide pendant 60 secondes. C'est désagréable. Ensuite, on leur demande de replonger l'autre main. Cette fois, c'est 60 secondes dans la même eau très froide, plus 30 secondes supplémentaires où l'eau est juste un tout petit peu moins froide, mais toujours désagréable. Donc, la deuxième expérience est objectivement pire. Elle dure plus longtemps et contient toute la douleur de la première, plus un peu de douleur en plus. Logiquement, oui. Et pourtant, à la fin, quand on demande aux participants quelle expérience ils préféreraient refaire s'ils devaient en choisir une majorité choisit la deuxième, la plus longue. Mais pourquoi? À cause de la règle pic-fin, la fin de la deuxième expérience était légèrement moins douloureuse que la fin abrupte de la première. Cette fin améliorée a suffi à rendre le souvenir global de l'expérience moins négatif pour le soi expérimentant a souffert plus longtemps au total. La durée a été négligée. C'est ahurissant. Notre mémoire nous trahit et nous pousse à choisir des options qui nous feront objectivement plus souffrir. C'est le pouvoir immense du soi mémoriel. C'est lui qui tient les rênes pour les décisions futures, mais il le fait en se basant sur des souvenirs qui sont édités, sélectifs, biaisés. On évalue notre vie un peu comme une histoire. Ce sont les moments forts et la conclusion qui comptent, pas la longueur totale des chapitres. Et ça rejoint l'illusion de focalisation, non? Quand on pense à quelque chose comme déménager en Californie pour avoir du soleil ou acheter une nouvelle voiture, on surestime l'impact que ça aura sur notre bonheur global. Exactement, parce qu'au moment où on y pense, on se focalise sur cet aspect précis, le soleil, la voiture. On oublie que 99% du temps, notre esprit sera occupé par autre chose, le travail, les enfants, les tracas quotidiens. Le soi expérimentant ne pense pas constamment au soleil californien. Mais le soi mémoriel, quand il évalue l'idée, se focalise dessus et surestime son importance. Du coup, on prend des décisions basées sur une mauvaise estimation de notre futur bien-être. Oui, c'est pourquoi Kahneman suggère qu'il serait peut-être plus pertinent de mesurer le bien-être objectif du soi expérimentant, par exemple le temps passé dans des états agréables versus désagréables au quotidien, plutôt que de se fier uniquement à la satisfaction de vie globale déclarée qui est très influencée par le soi mémoriel et cette illusion de focalisation. Quel voyage, franchement, au cœur de notre propre fonctionnement. Si on devait essayer de synthétiser les points vraiment essentiels de tout ça. Je retiendrai d'abord cette idée fondamentale des deux vitesses de la pensée. Le système 1, rapide, intuitif, automatique, mais source d'erreurs et de biais, et le système 2, lent, analytique, demandant de l'effort et souvent paresseux. Raccourcis mentaux. Les heuristiques, disponibilité, représentativité, ancrage, qui sont utiles mais nous mènent à des biais prévisibles.
L'excès de confiance, oublier les statistiques, être trop sensible à la façon dont on nous présente les choses. Il y a aussi, bien sûr, l'importance capitale de notre aversion à la perte, beaucoup plus forte que notre attirance pour le gain. C'est la clé de la théorie des perspectives. Et puis, cette distinction vraiment troublante entre celui qui vit les moments, le soi expérimentant, et celui qui se souvient, raconte et décide pour l'avenir, le soi mémoriel, avec ses propres filtres comme la règle pic-fin et l'oubli de la durée. Et comprendre tout ça, est-ce que ça nous vaccine contre nos propres biais? Malheureusement non, pas automatiquement. Kahneman lui-même raconte très honnêtement qu'il continue de tomber dans les mêmes pièges que tout le monde, même en les connaissant très bien. Ah bon? Alors à quoi ça sert? Ça sert à développer une sorte de vigilance. Ça nous donne un langage pour identifier les situations où notre intuition risque le plus de nous tromper. Ça nous incite à questionner nos propres certitudes et celles des autres. Ça nous rend peut-être un peu plus humiles face à la complexité du monde et aux limites de notre propre esprit. Et ça peut nous pousser à adopter des stratégies pour améliorer nos décisions, comme chercher activement des informations qui contredisent notre première impression, prendre du recul, utiliser des outils comme des checklists ou des données statistiques quand c'est possible. Exactement. Ça ne nous rendra pas parfaitement rationnels, mais ça peut nous aider à être un peu moins systématiquement irrationnels. Cultiver ce que Kahneman appelle une pensée lente, solliciter davantage notre système 2 dans les moments importants. Très bien. Alors, pour conclure cette plongée passionnante, peut-être une dernière question pour nourrir la réflexion. Si nos choix importants sont si souvent guidés par ce soi mémoriel, ce narrateur interne qui réécrit nos souvenirs en privilégiant les pics et les fins et en oubliant la durée, comment peut-on faire en sorte que nos décisions servent davantage le bien-être réel, quotidien de notre soi expérimentant? C'est une excellente question. Peut-on apprendre à donner plus de poids dans nos choix à la qualité de nos expériences vécues au fil de l'eau, plutôt qu'à la seule histoire, parfois trompeuse, que nous nous en racontons après? Comment mieux aligner le compteur et le vécu? C'est une interrogation profonde, je crois, sur ce qui compte vraiment pour une vie bonne. Une piste à explorer, assurément.